Non, ça je le sais, mais c'est parce qu'il me demande ce que j'ai donné il y a 15 jours. Ah, c'est ça, pour le chapitre 5, j'ai rien donné. Mais j'aurais dû vous, merci, j'aurais dû vous le faire, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas ça. Ah, mais si! Si, bon, c'est parce que, excusez-moi, c'est pas tout à fait bien rigoureux là. Je vais le reprendre et vous expliquer. Alors, donc certains d'entre vous m'avaient remis un travail la semaine dernière. La feuille de largement. Est-ce que, je sais pas qui c'est, Marie-Joëlle Absolue. Alors là, je me suis dit, j'étais un peu en retard, je me suis dit, je vais corriger, mais j'ai pas du tout retrouvé le sujet que je lui ai donné. Qu'est-ce que vous avez fait là comme sujet? La mondialisation. Alors, vous êtes la première à le faire, mais rassurez-vous, chaque année, ça arrive très souvent. S'il vous plaît, vous ne vous inventez pas vos sujets. Hein? Alors, vous pouvez, je comprends que vous si vous vous inventez des sujets, vous les gardez pour vous, hein, parce que le sujet que j'ai donné l'autre jour, c'est les firmes multinationales dans la mondialisation. Donc, les premiers essais de dissertation qui peuvent m'être remis, c'est sur les firmes multinationales dans la mondialisation, d'accord, hein? Après, vous pouvez vouloir faire le point, vous, sur une question plus large et éventuellement me demander ce que je pense de votre travail de synthèse, d'accord? Mais c'est quand même très important, hein, y compris pour comprendre ce qu'est une dissertation et comment on fait, d'avoir un sujet précis et une dissertation qui va avec. D'accord? Là, vous avez fait un truc très vaste sur la mondialisation, qui a pu vous être utile parce que vous avez repris à peu près tout. Ça ne fait pas une dissertation forcément pour moi. Donc, je ne peux pas le corriger en tant que dissertation. C'est juste que je canalise sur un seul sujet, c'est-à-dire les formes. Ah ben, une dissertation, c'est très important que vous voyez bien que la dissertation se fait par rapport au sujet précis que vous avez. Hein. Comme je l'ai répété maintes fois maintenant, tout le programme concerne la mondialisation. D'accord? Donc vous n'aurez jamais une dissertation de tout le programme et vous ne pouvez pas avoir une dissertation tous les 2 ou 3 premiers mois, comme vous avez fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc essayez d'en faire une sur un sujet précis. L'autre chose, c'est que de toute façon, il y a 2 choses si vous voulez. Il y a, vous donnez votre sujet que moi je n'ai pas donné. Bon, ça m'embête un peu, mais on peut voir. Mais en général, je ne corrigerai pas. Et puis l'autre chose encore plus embêtante, c'est que vous n'avez pas de sujet précis. Vous partez comme ça. Hein. Il faut au minimum que vous puissiez écrire un sujet précis en haut de la copie. Je pense que même, ça serait bien que vous donniez ça pour règle. Hein, je vous avais conseillé de le faire. Toujours écrire exactement le sujet qui a été donné, le sujet qui est à traiter en haut de la copie. D'accord? Voilà. Donc du coup, comme je n'avais pas le temps, je l'ai laissé, mais si vous voulez, je peux le relire, mais je ne vais pas vous le corriger, je peux le relire pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur le contenu, mais pas vous le corriger en tant que dissertation. Si vous voulez laisser, je le reprends, donc vous voulez le garder pour faire autre chose avec, comme vous voulez. Alors après, il y a quelqu'un pour qui j'ai pas eu le temps, et puis il y a, parce que j'en avais juste 3, et moi qui était long, ouais. Et puis Alexis, je vais faire quelques petites remarques que vous ferez lire, et voilà. Okay. Je vais envoyer la liste de l'argent. Oui. Donc, la semaine dernière, nous avons fait en fait une sorte de chapitre de transition qui était pour une part, en fait, qui était en partie une conclusion sur les 4 premiers chapitres, hein, dans lequel, conclusion, élargissement, dans lequel j'ai évoqué les limites de la mondialisation. Donc je le dis pour ceux qui étaient absents, je ne sais plus qui c'est, oui, la semaine dernière. Donc j'ai indiqué qu'il y avait des limites à la mondialisation. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas repris dans le plan, mais je pense que quelqu'un pourra vous... Et si, en plus, pardon, je me suis dit qu'il fallait... J'ai pensé aux absents. C'est-à-dire que sur Iris,
J'ai fait une petite page où j'ai repris les points essentiels qu'on a abordés la semaine dernière. Ce qu'on a fait aussi la semaine dernière, c'est qu'on a lu ensemble un texte comme introduction au chapitre qu'on va faire maintenant et la semaine prochaine sur le développement. Je vous ai un texte qui est très critique par rapport au développement. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner un plan pour... Je range parce que ça va se mélanger et ça, c'est pas bien. Je range. Tant qu'on y est, peut-être certains ont pensé à mener une photo, mais je vais arrêter de demander ça quand même. Pas de photo, bon, tant pis. Donc voilà, maintenant, plan détaillé sur le chapitre 5 et le chapitre 6. Alors dans le chapitre 5, je n'ai pas repris les limites de la mondialisation, parce que ça se rapproche davantage au chapitre 1, 2, 3, 4. Hein, c'était plutôt la conclusion du chapitre 4. Par contre, j'ai repris rapidement des éléments qu'on a vus à propos de la notion de développement. Je vais vous représenter ça. Donc, je vous rappelle que normalement, quand vous avez été absent, vous trouvez des éléments essentiels sur une liste, essentiels du moins pour vous aider à vous repérer. Merci. Bon, donc je vais rapidement récapituler ce qui était dans le chapitre 5 et du coup vous allez en profiter pour poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez des précisions ou que vous n'avez pas bien compris. Donc j'ai mis en premier point le renvoi au texte de Serge Latouche pour en finir avec le développement, donc un texte qui exposait les arguments de l'auteur contre le développement, c'est-à-dire contre la notion de développement et l'idée de développement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi mis l'article entier sur le risque, comme je vous l'avais dit. A priori, je ne reviens pas là-dessus, sauf si vous avez des questions ou des remarques à faire ou des idées à exprimer par rapport à ce texte. Alors, deuxièmement, j'ai rappelé quelques éléments à propos du développement durable, qui est censé correspondre à l'articulation de trois logiques, économique, sociale, écologique. Et je fais la remarque qu'on peut douter de la possibilité de concilier des logiques aussi divergentes dans le contexte d'un mode de production exclusivement capitaliste. Voilà, on peut associer l'essor de la notion développement durable avec la diffusion des connaissances sur les dégâts provoqués par les activités économiques mondiales telles qu'elles sont organisées, par ce qu'on pourrait peut-être appeler prise de conscience du caractère fini de la planète. Ce mot de planète, d'ailleurs, il est nouveau dans le vocabulaire courant, et cela, c'est relativement récent.
Ce qu'il faut, je crois, surtout avoir en tête, hein, c'est que l'expression, les mots développement durable, ils peuvent recouvrir des significations assez différentes. Troisièmement, j'avais attiré votre attention sur les notions de croissance et de développement. Alors, à partir de là, si vous voulez, je ne prends plus la précaution de dire mais attention, la notion de développement elle est critiquable, elle peut être interprétée comme une sorte d'occidentalisation du monde, etc. Là, à partir de ce point 3, je me place du point de vue où on parle couramment de développement et où beaucoup de gens, des économistes en particulier, d'autres économistes comme Serge Latouche, insistent sur la différence entre croissance et développement. Avec l'idée que c'est déjà venu plus haut. Ah non, pardon, je pas compris. Bon. Avec l'idée que la croissance c'est une notion seulement quantitative, on pourrait dire seulement économique, qui s'approche, ça je ne l'ai pas précisé, mais parce que pour moi ça allait de soi, qui s'approche, qui se mesure principalement avec le produit intérieur brut. Et la croissance, en fait, c'est quoi? C'est l'augmentation du produit intérieur brut, tout simplement. Je me suis aperçu que je ne l'avais pas dit. Donc, c'est une chose aussi simple. Croissance quantitative, croissance égale augmentation du PIB. Donc, les gens qui insistent sur la différence entre croissance et développement, ils disent souvent aussi en même temps qu'il peut y avoir de la croissance sans développement. Parce que le développement, ce n'est pas seulement de la quantité de PIB, le développement c'est autre chose, c'est censé être une amélioration du bien-être de la population, une amélioration des conditions de vie. Les mêmes soulignent en même temps qu'il ne peut pas y avoir de développement sans croissance. Il peut y avoir croissance sans développement, mais pas de développement sans croissance. Alors l'idée qu'il ne peut pas y avoir de développement sans croissance, c'est une idée qui est très fortement ancrée. Cette idée selon laquelle la croissance est nécessaire, serait nécessaire. C'est une idée qui est aujourd'hui critiquée, et notamment par les partisans de la décroissance, dont Serge Latouche lui-même est un ardent membre, parce que c'est les partisans de la décroissance. Donc vous m'avez suivi là? Pas, comment? Pas vraiment. Bon, alors, c'est pour ça, on le redit, et il faudrait que vous essayiez de le dire, hein, parce que je pense que, alors, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'écrit, la dissertation, etc., et il y a quelque chose qu'on oublie peut-être, hein, qu'on néglige, c'est nous, moi qui le négligeons, hein, c'est que, avant d'écrire, vous pouvez aussi parler, hein, et même dans votre travail personnel, même dans votre travail solitaire, ça peut vous être utile de parler, hein, de vous dire les choses pour vous assurer que vous les avez bien comprises et que vous savez les reformuler. Hein? N'est-ce pas, Alexis? Alors, donc, essayez de dire, hein, essayez de redire la différence entre croissance et développement. Donc, qu'est-ce que c'est la croissance? Qu'est-ce qu'on entend par croissance, généralement? Enfin, toujours même. Sur croissance, il n'y a pas trop de problème. Hein. Tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde est d'accord. Non. Là où il y a des accords fondamentaux, c'est est-ce que la croissance est nécessaire ou pas, hein. Mais qu'est-ce que c'est que la croissance? Là, tout le monde est d'accord. Merci. Je ne sais pas si elle est partout. Alors, comment vous dites ça? Vous diriez ça? Qu'est-ce que c'est que la croissance? Bon, vous êtes dans cette grande salle, en fait, c'est bien, on en profite, on occupe l'espace, mais il va falloir que vous parliez fort. Hein. J'ai l'impression de faire répétition école maternelle. La croissance, c'est... Le développement, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Voilà. Bon. Merci. Alors, le développement. Pourquoi, moi je vous pose la question, pourquoi considère-t-on en général, non, je vais la poser autrement, qu'est-ce qui fait la différence entre croissance et développement dans les conceptions les plus courantes de ces notions?
La croissance, ça peut augmenter le produit intérieur brut on va dire, des entreprises en général dans une société, on va dire dans un État, mais ça ne veut pas dire que toute personne qui habite dans ce pays-là profite de cette croissance. C'est-à-dire que c'est là où il manque le développement, le niveau de vie des habitants, on va dire. Oui. Ouais, le développement, on peut dire qu'en fait, c'est la qualité de vie, les restrictions, qui auraient une inégalité peut-être. Voilà, leur santé, ces choses-là qui ne sont pas forcément comptables avec le coût. En fait, il y a d'autres indicateurs. Oui, alors là, vous introduisez la question des indicateurs, d'accord, il faut en parler aussi. Pour préciser ce que vous disiez, en fait, il y avait deux choses en même temps dans ce que vous disiez, parce qu'à la limite, si, moi je crois qu'on peut considérer qu'il peut y avoir une augmentation du PIB global et aussi une augmentation moyenne par habitant du PIB. En fait, il peut y avoir une élévation. Oui, en fait, dans la pratique, non, c'est vrai que l'élévation du niveau de vie, ça va en général avec l'élévation du PIB. Bon. Donc, comme il... Oui, allez-y. C'est le développement aussi de l'infrastructure, par exemple, Oui, alors ça justement, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, j'ai mis un autre texte sur Iris que j'avais donné l'année dernière, mais je n'avais pas donné celui de la touche, on avait les années précédentes. C'est Jean-Marie Arribé, c'est un autre économiste, qui lui considère que de toute façon il ne peut pas y avoir de développement sans un minimum de croissance, parce que le développement, ça veut dire justement amélioration de, ça suppose l'amélioration des conditions de vie de la population, ça suppose peut-être la construction de certaines infrastructures, par exemple on va dire des réseaux d'égouts pour évacuer correctement les eaux usées, de l'alimentation en eau potable, tout ça a un coût, tout ça demande correspond à de la création de valeur ajoutée, et donc tout ça, ça fait augmenter le PIB de toute façon. Le développement de ce point de vue-là, il faut augmenter le PIB, sans parler des écoles, des hôpitaux, etc. Bon. Ça alimente l'idée selon laquelle il ne peut probablement pas y avoir de développement sans un minimum de croissance, sans une certaine croissance. Et puis l'autre élément, c'est ce que vous disiez, c'est que le développement, on peut considérer que c'est une notion plus qualitative qui ne renvoie pas seulement à de la création de valeur au sens économique, qui renvoie aussi à des conditions sociales, à des conditions de vie qui tiennent aussi à l'éducation, à la santé, etc. C'est pour cela, donc on peut faire la transition, c'est pour cela que justement dans la tentative de mesurer le développement, d'évaluer, de voir comment évolue le développement, on a cherché à créer, à produire des indicateurs qui permettent de mieux faire la différence entre croissance et développement. Et il y a en particulier parmi ces indicateurs l'IDH, indicateur du développement humain, que j'ai mis en point 4, qui est la synthèse de 3 séries de données: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'instruction, qui est mesuré par deux éléments, la durée moyenne de scolarisation et le taux d'alphabétisation, et le PIB, produit intérieur brut réel par habitant. Et d'ailleurs, la composition de cet indicateur montre bien que ce qui concerne la quantité produite, ça entre aussi dans le développement, puisque le PIB, il entre d'une certaine façon dans l'IDH. D'accord ? C'est important toutes ces choses-là, il y aurait d'autres choses à dire, il y a des choses à préciser, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors je vous ai noté aussi ici, rappel, limite des PIB et RNB. Je redis encore une fois, RNB, revenu national brut.
qui a remplacé le produit national brut. Ça, c'est des raisons techniques. Hein. Donc, intérieur à l'intérieur du territoire, quelle que soit la nationalité des agents économiques, et national sur n'importe quel territoire avec la nationalité du pays qu'on considère. Ça, je vous l'avais déjà dit, oui. Réel, c'est aussi un calcul, enfin, c'est des harmonisations techniques dont je ne saurais pas vous dire exactement comment on fait. Ça veut dire ah oui, non, alors il y a réel, il y a parité de pouvoir d'achat. Donc le réel, vous me posez une colle, là il faut que je le vérifie. Parce que à parité de pouvoir d'achat, c'est sûr que c'est avec un calcul qui fait qu'on estompe les inégalités dues au fait que les monnaies ne correspondent pas à la même chose. Hein, parité de pouvoir d'achat, c'est clair. Réel, je pense que c'est quand on n'effectue pas ça. Hein, on prend la valeur brute telle qu'elle est donnée par la comptabilité nationale. Il faudrait que je le vérifie, j'essaierai de passer à le vérifier. S'il y en a qui le savent parmi vous, vous pouvez le dire. Je très bien le passer. Bon, alors, je vous avais, lorsque la première fois, c'était en début d'année, hein, la première fois qu'on a rencontré le PIB, je vous ai dit que cela avait des limites. Autrement dit, par rapport à aujourd'hui, ah, vous avez un dictionnaire là? Vous pouvez le vérifier. Ouais, si j'ai dit une bêtise, vous interviendrez. Oui, mais voilà, j'ai pu dire une bêtise. Donc si vous constatez que j'ai dit une bêtise, on reprend. Donc, oui. La limite du produit intérieur brut, enfin, il y a des limites à l'intérêt de l'indicateur produit intérieur brut, même pour ne mesurer que la production, hein, même pour ne mesurer que du quantitatif. C'est-à-dire que non seulement le produit intérieur brut ne s'occupe pas du développement des conditions de vie, mais en plus même par rapport au quantitatif, il est limité. Et de ça, je vous en ai parlé donc en début d'année. Je vous rappelez, être aussi limité. Peut-être même je l'avais écrit avec la définition. Je ne me souviens pas si ça je l'avais écrit sur le plan que je vous ai donné. Qu'est-ce qu'il ne mesure pas en particulier? Qu'est-ce qu'il n'inclut pas, le PIB? Le travail gratuit, le travail qui n'entre pas dans la comptabilité nationale en fait. Et donc, plusieurs choses. Le travail domestique, ce qu'on fait chez soi, pour sa famille. Le travail non déclaré. Voilà, le travail non déclaré, le travail au noir, c'est la même chose, hein, qui par définition n'entre pas dans la comptabilité nationale. Et voilà, et encore plus largement, tous les trafics, donc là on parle plus de travail au noir, hein, on parle d'argent sale, de trafic, de mafia, etc. Tout ça, ça n'entre pas dans les PIB, or ça correspond à une quantité importante hein, d'activités, de travail, etc. Il y a une autre limite qu'on souligne, hein, c'est qu'on voit toujours que, enfin, on a des représentations telles que un PIB élevé, c'est bien que plus il est élevé, c'est mieux. C'est la même idée qui dit que la croissance c'est bien, hein, puisque la croissance c'est un PIB toujours plus élevé qui augmente. Ben, on a souligné depuis un certain nombre d'années que c'est un inconvénient majeur, c'est qu'il y a des activités officielles extrêmement néfastes qui font augmenter le PIB. Hein. Des activités qui produisent des déchets toxiques, elles font augmenter le PIB. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, la valeur positive qui est attachée à un niveau élevé de PIB, forcément ne prend pas en compte les effets négatifs de la croissance de certaines activités économiques. C'est bon, c'était ça? Vous l'avez trouvé? Et non, je n'ai pas trouvé, après les termes n'est pas possible. D'accord. Certaines entreprises se délocalisent
remplace T'en dis plus fort parce qu'ils n'entendent pas ce que vous dites. Dont les entreprises se délocalisent ou qu'elles remplacent leur main-d'œuvre par des machines, que ça se traduit par les pertes d'emploi en nombre. Il faut parler d'une croissance qui est néfaste à peu près. Oui, qui est néfaste, bon, sauf peut-être si ces gens faisaient des choses qui leur faisaient la santé, mais bon, ça c'est encore une autre question. Il y a aussi des entreprises étrangères qui viennent investir sur notre pays pour confronter le pays. Qui font, je sais pas Pour confronter le pays sur lequel ils ont oui. C'est pour ça que certaines préfèrent considérer le produit ou le revenu national et non pas intérieur. Bon. Alors, depuis quelques années, hein, les organismes, notamment les organismes, le PNUD, hein, le Programme national des Nations Unies pour le développement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en américain l'agence de l'ONU qui s'occupe du développement, et d'autres, cherchent d'autres indicateurs. Hein, donc il y a un certain nombre des indicateurs de pauvreté qui sont construits, des indicateurs qui prennent en compte les différences de conditions entre les hommes et les femmes, etc. Hein. Ça s'est multiplié ces dernières années. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, transition qui va de soi avec le chapitre 6, dont je vous ai mis aussi le plan ici, qui va nous occuper ce soir, développement et inégalité dans l'espace mondial. C'est-à-dire que jusqu'ici, ce chapitre 5, il était très rapide et très général. Si vous voulez, il était surtout sur la notion de développement. Hein. Qu'est-ce que c'est? Comment on mesure? Comment on peut critiquer la notion? Etc. En remarquant aussi hein, que cette même notion du développement, on la retrouve dans le développement durable. Aujourd'hui, dans le chapitre 7, et on continuera, aujourd'hui dans le 6, et on continuera avec le 7, hein, on s'intéresse surtout aux inégalités de ce que nous allons appeler développement, hein, avec des guillemets ou sans guillemets, dans l'espace mondial. C'est-à-dire, en fait, si vous préférez concrètement, hein, on va aller maintenant regarder de plus près ces fameuses inégalités entre nord et sud, ou, et ça on le verra la semaine prochaine, entre pays riches et pays pauvres, enfin on peut les appeler différemment. Alors, le fait maintenant qu'on soit dans cette salle et que vous n'ayez pas tous des livres, parce que je ne peux pas vous montrer de cartes, hein, je n'ai pas essayé de faire des photocopies en noir et blanc, on n'aurait absolument rien vu. Donc, vous pourrez regarder ça ailleurs. Ça me fait penser à autre chose d'important, c'est que il est possible qu'on remonte au 3e étage bientôt. Peut-être même la semaine prochaine. Hein, dans ce cas, il y aura un affichage. C'est pas sûr parce que je ne sais pas si les salles en haut sont à peu près convenables par rapport à ce que j'avais demandé. Et en plus, il y a une association qui aurait besoin de cette salle pour faire, je crois, un repas de Noël, quelque chose comme ça. Oui, Marie, oui. C'est ça. Donc vous vérifierez ça. Alors j'y pense hein, parce que aux étages là, je peux vous montrer des cartes aux vidéoprojecteurs éventuellement. De toute façon des cartes je vous en mettrai sur Iris, hein, vous pourrez les voir en couleur. Sinon vous pouvez avoir certains d'entre vous ont des livres. Ça se trouve quand même dans beaucoup d'endroits. Hein. Je parle là tout simplement de carte du monde avec le PIB, l'IDH. Hein, si vous voulez, ça serait notre base. Hein, les inégalités dans l'espace mondial. Premier point, première partie, ce que j'ai écrit là. Voir carte du PIB et de l'IDH. Alors, tant que j'en suis aux choses importantes que j'avais oubliées qui ont lieu à voir, je voulais vous rappeler que cette semaine est décisive par rapport à l'élection des délégués. Ça a avancé, vous en avez parlé entre vous. Il faut absolument que ce soit cette semaine que les candidats se déclarent auprès de Fanny Princel par groupe de 2. Puisqu'il faut obligatoirement, c'est le règlement, un titulaire ou une titulaire et un suppléant, ou une suppléante. Avant vendredi après-midi. Sinon, on est embêté, hein, parce que c'est obligatoire, les délégués. Bon.
Vous avez... c'est bon. Et la semaine prochaine, ça sera la campagne électorale. La crise du politique. Ouais, c'est ça. La crise près. La crise du politique. Ah, Parce que les gens ne font plus confiance aux politiques. Voilà. Bon, je sais pas, il y a peut-être des candidats. Ah, mais il y en a, des candidates. Ah. Mais il faut que vous y alliez à deux. Enfin, je sais pas si vous voulez être ensemble ou pas. je sais pas. Si vous n'êtes pas ensemble, il faut que vous trouviez des... C'est parce qu'on ne peut pas recevoir administrativement une candidature d'une personne isolée. Hein. C'est bien stipulé. Parce que Comment? Ouais. Donc il faut qu'il y ait les candidatures, c'est 2 personnes à la fois, quoi, si vous préférez. Une candidature, c'est 2 personnes. j'ai quelqu'un avec moi. Marie, il faut que vous soyez quelqu'un. Voilà, excusez-moi, parce que ça, je m'étais bien promis d'en parler, puis j'avais encore oublié. Chaque fois, j'oublie d'imprimer le papier. Ça doit être des actes manqués, mais enfin, j'y pense. Donc, premièrement, première chose à noter, hein, c'est le titre de la première partie, de très fortes disparités économiques entre États. Et ce sont, en général, ces disparités économiques entre États, entre les États, qui sont cartographiées, hein, c'est-à-dire que ces cartes qui montrent les inégalités dans l'espace mondial, ce sont des cartes par État, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, et c'est important aussi de le prendre en considération. Hein. Notre représentation du monde, elle est complètement, on pourrait dire, formatée, hein, par l'existence des États-nations, avec leurs territoires et leurs frontières. Et donc, ce sur quoi nous raisonnons, ce sont des situations par État. Et du coup, des situations moyennes, si vous voulez, hein, pour la population de l'État. Et d'ailleurs, les cartes intéressantes, ce sont en général les cartes qui montrent le PIB par habitant, c'est-à-dire une moyenne. Les cartes qui montrent le PIB global, le total, alors évidemment, elles montrent des trucs énormes pour les États-Unis, la Chine, le Japon, les pays d'Europe occidentale, etc. L'Inde, le Brésil aussi, et des trucs minuscules pour des pays dont le PIB global n'est pas très élevé. Mais déjà, quand on a le PIB par habitant, le PIB moyen, ça devient un petit peu plus intéressant, tout en sachant qu'une moyenne, je pense que vous le savez bien, hein, une moyenne, ça ne montre pas les écarts entre les extrêmes notamment, hein, ça ne montre pas les écarts tout court. En statistique, il y a d'autres indicateurs pour mesurer les écarts. Je ne sais pas si il y en a qui formatent parmi vous, probablement. Pas beaucoup. Bon, on va pas entrer là-dedans. Bon, or, c'est là que je veux insister, hein. Les États et leurs territoires ne sont pas des entités qui ont existé de toute éternité, ni même qui ont existé depuis les débuts de l'histoire humaine. Hein. Ce n'est pas naturel, c'est le résultat de processus historiques complexes. Donc, on peut aussi se dire qu'il y aurait intérêt quelquefois à se représenter le monde autrement qu'avec ces divisions en territoires nationaux. Quoi qu'il en soit, c'est cela que nous avons à notre disposition, ce sont ces informations et c'est à partir de là que nous raisonnons. Donc, ces cartes montrent des disparités économiques, comme le titre l'indique, des disparités énormes. Alors surtout, c'est ça que j'aurais voulu vous montrer, que vous ne voyez pas bien, c'est qu'au fond, si on compare carte du PIB et carte de l'IDH, on a à peu près la même chose. Hein. On voit apparaître les mêmes disparités économiques, les mêmes disparités, pardon, pas seulement économiques. Donc vous pouvez noter ceci. Ces disparités entre États sont analogues dans leurs grands traits, bien sûr, hein, si on va regarder de près, on va voir des différences, analogues dans leurs grands traits pour le PIB
par habitant et pour l'IDH. Analogue, je peux répéter. Analogue dans leurs grands traits, hein, dans leurs grands... oui, dans leurs grands traits, ça va, tout le monde comprend. Dans les grands traits, oui. Et dans les grands traits. Dans leurs grands traits, pour le PIB et pour l'IDH. Elles sont analogues dans leurs grands traits pour le PIB et pour l'IDH. Ou entre, j'ai peut-être dit entre le PIB et l'IDH. Et tout à coup, je ne sais pas comment il faut dire. Pour, hein, pour ça va mieux. Merci. Alors, on pourrait aussi comparer, s'intéresser à des évolutions dans le temps et voir comment évoluent ces inégalités. Donc, tendance de l'évolution de ces inégalités. Le PIB par habitant, le PIB moyen par habitant augmente dans un certain nombre de pays que nous appelons encore pays du Sud. Hein, nous désignerons ou nous discuterons des désignations et des noms utilisés dans le prochain chapitre. Mais en même temps, on voit, si on compare hein, donc sur quelques décennies, on voit augmenter les écarts, se creuser les inégalités, ça veut dire la même chose, entre les pays les plus pauvres et les plus riches. Donc en fait, hein, ces cartes du PIB et de l'IDH, autrement dit ces inégalités mondiales de PIB et d'IDH, elles tendent à être de plus en plus complexes. Et ça correspond à ce que je vous ai dit à la fin du chapitre 4, hein, c'est-à-dire que le monde apparaît comme de plus en plus fragmenté, ou l'espace mondial apparaît comme de plus en plus fragmenté. Ce ne sont plus deux ensembles, nord-sud, riches-pauvres, etc. C'est une situation un peu plus complexe, avec un certain nombre de pays qu'on appelle souvent émergents, on en parlera, hein, les pays du Sud qui s'enrichissent. Bon, mais si vous ne l'avez pas déjà écrit, notez-le, hein, faites cette remarque que j'ai mise à la fin du chapitre 2, mais qu'on peut faire déjà ici, hein, qu'il faut faire à tout moment, je crois. Remarque, les inégalités entre États s'accompagnent d'inégalités sociales à l'intérieur des États. Les inégalités entre États s'accompagnent d'inégalités sociales à l'intérieur des États. Or, ces inégalités sociales à l'intérieur des États, elles ont aussi, peut-être surtout, tendance à augmenter. Donc nous passons maintenant au deuxième point, d'énormes inégalités dans les conditions de vie.
Donc, premier point là-dedans, les problèmes alimentaires, autrement dit, plus concrètement, la faim, la malnutrition. Alors d'abord, une fois de plus, il va falloir en passer par des précisions de vocabulaire. Alors, il est utile de savoir faire la distinction entre famine sous-alimentation et malnutrition. Alors la famine, c'est une situation dans laquelle la quantité d'aliments est très insuffisante, tellement insuffisante qu'il y a de nombreux décès. Donc la famine, si vous voulez, correspond à des situations aiguës, des situations de crise concentrées dans le temps. La famine, c'est une situation où la quantité d'aliments est très insuffisante. Les gens n'ont pas assez à manger et ont tellement peu à manger qu'ils en meurent. Parce qu'ils n'ont pas assez de quantité, donc si vous voulez un peu plus précisément, ils n'ont pas assez de calories pour survivre. Les situations de famine à proprement parler sont aujourd'hui relativement rares et peu fréquentes. Par contre, la sous-alimentation, deuxième situation, elle est moins aiguë que la précédente, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas beaucoup de gens en même temps, mais elle a tendance à se prolonger et elle s'avère finalement plus grave, plus dramatique. Dans la sous-alimentation, l'alimentation, comme le mot l'indique bien, est insuffisante. Les gens ne sont pas suffisamment alimentés en quantité, et j'allais dire, et donc en qualité. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de calories pour survivre. On ne meurt pas directement de faim, mais on a déjà, on n'a pas tout à fait assez de calories pour vivre normalement, et puis on a tellement de carences dans de nombreux domaines qu'on en meurt. Donc alimentation insuffisante en quantité et en qualité. Et enfin, on parle de malnutrition. Lorsque la quantité mesurée par le nombre de calories à disposition de chaque personne est suffisante, mais lorsqu'il y a en même temps des carences en certains éléments nutritifs essentiels, par exemple certaines vitamines, un acide aminé, etc. Et lorsque ces carences ont des conséquences graves, notamment sur le développement des enfants, sur la résistance aux maladies. Avec les carences alimentaires, évidemment, la résistance aux maladies est réduite, et avec certaines carences, le développement des enfants est entravé, le développement physique, mais aussi même avec certaines carences, notamment certains acides aminés, le développement physique, c'est aussi celui du cerveau, et dans les cas les plus graves, le développement intellectuel peut être affecté.
Alors, on peut aussi avoir une acception un peu plus large de malnutrition, hein, et considérer que la malnutrition, ça peut être aussi, enfin, ça peut aller avec des carences parallèlement à un excès de quantité. Hein. Là, je pense à la malnutrition dans les pays riches, responsable des épidémies d'obésité et de diabète, hein, toujours souvent de pair d'ailleurs, et dont on nous dit de plus en plus, hein, dont on considère de plus en plus que à moyen terme, elle est extrêmement grave et qu'elle peut même avoir des effets sur le plan démographique. Elle pourrait être un des éléments faisant que l'espérance de vie ne continue pas à augmenter comme on pourrait le penser. Donc ça, on ne va pas le développer ici. On pourra juste remarquer que dans ces pays les plus riches, ces problèmes de malnutrition par excès, si on peut dire, concernent davantage les catégories sociales pauvres que les riches. On pourrait dire aussi que sont plus nombreux à mourir de malnutrition et de malbouffe que de famine ou de sous-alimentation. Que de famine, oui. Mais bon, après, c'est toujours difficile d'évaluer le nombre de morts quand ils ne sont pas d'attribuer le nombre de décès à une cause précise lorsque c'est pas lorsque le lien n'est pas immédiat. Hein, en Afrique, c'est très dur de calculer. Comment ? En Afrique noire surtout. En Afrique noire, c'est très difficile à calculer parce que c'est qu'est-ce qui est difficile à calculer ? Le nombre de décès. Le nombre de décès en lien avec la sous-alimentation. Oui. Oui. Ben oui, mais partout. Enfin, en Afrique, c'est difficile à calculer comme ça, mais en Europe, c'est difficile de calculer le nombre de décès liés à une mauvaise alimentation. Parce que certains diraient que la plupart des maladies pourraient être évitées si on avait une alimentation plus... Nous, les pays développés, on a un référencement de la population en Afrique, comme on a l'Afrique noire, non. Oui, alors ça c'est un problème. On peut qu'estimer le nombre de décès. Ça, c'est une question plus générale qui ne touche pas que les décès. Il y a effectivement des pays pauvres, des appareils statistiques, hein, des organismes de statistiques publiques qui n'ont pas des moyens aussi élevés que dans les pays riches. Et donc, il y a une certaine incertitude sur bien des statistiques démographiques en particulier. Oui. Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Aux États-Unis, il y a beaucoup d'enquêtes. Oui, mais bon, ça c'est les problèmes. Vous savez, ça c'est un. Bon, on peut faire une parenthèse parce que c'est quand même important aussi de penser à ça. En médecine et en biologie, dans d'autres disciplines scientifiques aussi, hein, mais là, les causes de décès, ça concerne la médecine surtout, hein, ou la biologie aussi éventuellement. C'est pas évident, en fait, d'être absolument sûr de quelles sont les causes. Hein. La façon dont on fait ça, dont les chercheurs font ça, en fait, c'est un traitement statistique. Hein, des évaluations statistiques qui permettent de dire que on peut estimer que tant de personnes meurent de telle chose lorsque ce n'est pas une cause de mort directe. Hein, une crise cardiaque, bon, d'accord, on en meurt, là c'est sûr qu'on est mort de ça, mais on ne sait pas si on l'a eu, on a pu l'avoir pour d'autres raisons. Ensuite, on fait des estimations. Peut-être vous vous rappelez certainement, parce qu'on me le rappelle souvent, la canicule de l'été 2003 en France et la surmortalité qui en a découlé. Donc surmortalité, ça veut dire qu'on a comparé le nombre de morts d'une certaine période de cet été-là au nombre de morts moyens dans les autres années. Hein. Bon.
Par ailleurs, on sait, je pense, que de toute façon, il y a une mortalité un peu supérieure dans les périodes où les températures sont extrêmes. Hein. C'est froid, c'est chaud aussi, parce que ça affecte les personnes fragiles, etc. Mais pour chaque individu, on ne peut pas forcément attribuer une cause directe. Pourquoi je dis ça? Oui, je dis ça pour dire qu'il y a de toute façon toujours une certaine incertitude et qu'on a beaucoup discuté des causes de telle ou telle maladie et on peut discuter des causes de cancer aussi et c'est pas évident. Si vous voulez, il n'y a pas de... il y a très rarement des certitudes absolues et donc des statistiques absolument certaines sur toutes ces choses-là. Alors, à plus forte raison, dans les pays où il y a moins de moyens qui sont mis dans toutes ces choses-là, comme c'est le cas dans les pays les plus pauvres, notamment ceux d'Afrique noire, qu'on appelle aussi plus savamment l'Afrique subsaharienne, hein, c'est-à-dire le sud du Sahara. Alors, j'ai oublié de reprendre tous les chiffres qu'il aurait fallu. La question d'alimentation de l'humanité à l'échelle mondiale est une question qu'on se pose depuis longtemps, souvent sous la forme, mais combien d'hommes la planète peut-elle nourrir? La réponse à cette question n'est pas simple parce qu'elle dépend de la façon dont on nourrit d'une part et d'autre part de la façon dont on produit l'alimentation. On pourra ajouter aussi que ça dépend de quoi on se nourrit. On dit qu'on va de plus en plus se nourrir d'insectes, de méduses, de bestioles comme ça. Certainement c'est déjà le cas, hein, mais donc il y a différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Néanmoins, ce qu'on peut mesurer de manière un peu plus sûre, c'est comment la population a augmenté et comment les disponibilités alimentaires ont augmenté. Hein, puisque vous le savez, la population mondiale, elle augmente. Donc pour améliorer la quantité moyenne d'aliments disponibles par personne, il faut que la production d'alimentation augmente encore plus vite que la population. Et effectivement, on est parvenu malgré tout à faire un grosso modo ordre de grandeur entre 1960 et 2000. Les disponibilités alimentaires moyennes par personne ont augmenté de 15%. Faut que je le redise. Donc, entre 1960 et 2000. Les disponibilités alimentaires moyennes par personne pour l'ensemble du monde ont augmenté de 15%. Donc, pourtant, le nombre de personnes qu'on considère comme sous-alimentées, non, pardon, souffrant de... sous-alimentés, c'est ça, a peu diminué. En fait, il est stable, après les statistiques, il est stable autour de 850 millions de personnes. Il est stable dans l'absolu, tandis que la population augmente. Ça veut dire, si vous voulez, que la situation ne s'aggrave pas, mais qu'elle s'améliore pas. Bon, ça c'est vraiment des ordres de grandeur qui évidemment, ne rendent pas les situations réelles comme ça que je parle des gens. 850 millions. Alors, si on veut affiner à peine un petit peu, hein, autre chiffre, on ne va pas trop les multiplier. On évalue la quantité de calories moyennes disponibles par personne par jour. Donc,
3300 calories dans les pays riches du Nord, 3300 calories, et 2650 dans les pays du Sud. Donc dans les deux cas, évidemment, ce sont des estimations, ce sont des moyennes, c'est très approximatif et ça recouvre des situations extrêmement disparates. Alors en plus, bon, là ce sont comment on fait, ben, on compte la quantité d'aliments produits et le nombre de gens, hein, mais on sait aussi, on nous en parle de plus en plus, on nous parle de plus en plus du gaspillage hein, et de la quantité énorme de produits alimentaires qui ne sont pas consommés, qui sont détruits dans nos pays. Bon, alors il faut bien se rappeler en plus que tout ça ne compte que les calories, c'est-à-dire on ne prend en compte que la quantité, hein, les calories ça mesure de l'énergie, hein, donc vous savez, hein, la chaleur de l'énergie, ça ne prend pas en compte la qualité de l'alimentation. Or la qualité de l'alimentation, bon, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, ça ne dépend pas seulement de ce qu'on produit, ça dépend aussi beaucoup de la façon dont c'est préparé. Ça, c'est un truc encore moins bien connu au niveau des statistiques globales. Hein. Selon qu'on mange des légumes frais ou des légumes conservés pendant très longtemps, qui ne sont pas surgelés, mais on n'a pas la même quantité de vitamines, par exemple, etc. Et les modes de cuisson aussi changent considérablement la valeur alimentaire des produits. Bon, donc compliqué d'avoir une évaluation, il n'en reste pas moins qu'on sait qu'il y a des différences énormes, qu'il y a au moins 850 millions de personnes qui risquent de mourir de faim, hein, ou qui mourront probablement de faim, du fait qu'elles n'auront pas été alimentées suffisamment, sans compter toutes celles qui seront malades à cause de cela. Deuxième deuxième domaine, hein, deuxième aspect de ces inégalités dans les conditions de vie, les conditions sanitaires, hein, c'est-à-dire ce qui relève de la santé. Alors les conditions sanitaires, quand on parle de conditions sanitaires ou de santé, le plus souvent on pense directement à ce qui concerne la médecine, à ce qui concerne les équipements de santé, le nombre de médecins, l'accès aux médicaments, etc. Bon, il est évident, là je ne vais pas vous asséner des chiffres de nouveau, hein. Il est évident qu'il y a dans ce domaine des disparités considérables. Par exemple, les 30 pays de l'OCDE, hein, qui correspondent grosso modo aux 30 pays les plus riches, l'OCDE, l'Organisation de coopération du développement économique, dépensent à eux seuls à peu près 90% de ce qui est dépensé dans le monde pour la santé. Pour à peu près 20% de la population. 30 pays de l'OCDE, 20% de la population, 90% des dépenses de santé. Mais ce qu'on peut ajouter, hein, c'est que la santé, ben, ce n'est pas que la médecine. Hein. La santé, ça peut être aussi, sans la médecine, quelque part, la santé, c'est aussi l'alimentation et l'hygiène. Donc l'alimentation, on vient d'en parler. L'hygiène, ben, j'y faisais allusion tout à l'heure avant qu'on commence ce chapitre, je crois,
à propos du PIB, hein, lorsque j'évoquais la question des eaux usées et inversement à l'autre bout, l'alimentation en eau potable. Vous savez certainement que la question de l'accès à l'eau potable, le problème de l'accès à l'eau potable, c'est un problème majeur au niveau mondial, c'est un problème majeur pour les pays pauvres. Et donc c'est un élément fondamental des conditions sanitaires, hein, l'eau étant évidemment indispensable. Donc si vous voulez, l'idée, hein, c'est que ces inégalités en matière de conditions sanitaires, elles sont d'autant plus énormes qu'il faut bien penser qu'elles ne se limitent pas aux inégalités en matière de ressources financières pour la médecine. Hein, ce sont aussi des ressources financières pour la vie de tous les jours, si on peut dire, et en premier lieu pour l'alimentation à l'eau. Alors il y a l'alimentation à l'eau, hein, mais la question des... j'ai parlé des égouts, enfin de l'évacuation des eaux usées, il faudrait parler de l'évacuation des déchets de manière générale. Il y a quelque chose dont on parle très peu, mais qui est un très grave problème, qui est l'élimination ou l'évacuation des excréments humains, source d'épidémies et de maladies considérables. Alors ça fait peut-être un peu rigoler, mais c'est un problème énorme, surtout dans les grandes villes, évidemment, là où il y a des concentrations de population énormes. Et ça, c'est en lien aussi avec la question de l'eau potable, hein, parce qu'il est évident que lorsque tous ces déchets ne sont pas évacués comme il faudrait ou comme on pourrait, ben, en fait, les éléments toxiques pénètrent dans le sol et peuvent s'infiltrer jusqu'au nappe d'eau ou éventuellement utilisés par des puits ou autres. Donc voilà, il y a des sortes vicieux, si vous voulez, des mauvaises conditions sanitaires qui sont des problèmes majeurs et des problèmes accentués par l'augmentation de la population et accentués aussi par la concentration de la population dans les villes dont on va parler dans pas longtemps. Même dans les pays décidé parce que aussi la consommation de médicaments, d'antibiotiques, d'élevage des animaux pour les... Oui, donc on s'aperçoit maintenant que ces problèmes sont énormes et qu'ils concernent aussi les pays les plus riches, effectivement, de notre façon. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que pour la prochaine fois, je vous préparerai une feuille avec des éléments statistiques et des chiffres sur un peu tous ces domaines. Bon, c'est pas toujours évident de les trouver de façon homogène, mais j'essaierai de trouver ça pour que vous embêtiez pas maintenant. Et en plus, je les ai pas. En fait, je m'aperçois que pour le coin suivant, j'ai carrément oublié mon dossier sur la population et j'apprends pas les chiffres par cœur, je ne vais pas savoir vous les dire. Bon. Troisième aspect qu'on peut relever, hein, c'est pas exhaustif cette énumération, faim et malnutrition, conditions sanitaires. Troisièmement, des difficultés d'accès au savoir, hein, c'est-à-dire en premier lieu, qui se mesure en premier lieu avec l'alphabétisation ou l'analphabétisme. Alors attention, n'employez pas un mot pour l'autre. Donc le simple fait que l'IDH dont on a parlé incorpore le taux d'alphabétisation, hein, ça manifeste bien le fait qu'il y a des inégalités en matière d'alphabétisation. Donc le taux d'alphabétisation, c'est le pourcentage d'adultes, si on ne précise pas, ça change. Et quand on dit analphabétisme, on renvoie au fait qu'il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Donc on peut éventuellement parler du taux d'analphabétisme, mais c'est l'inverse, hein, évidemment. Il ne faut pas employer un mot pour l'autre. Alors, bon, il y a une tendance assez générale, hein, à l'amélioration de cet indicateur, l'alphabétisation. Mais une fois de plus, il faut dire, hein, que cette tendance à l'amélioration ne devrait pas masquer des disparités internes importantes, et notamment des disparités entre hommes et femmes, même plus précisément des disparités entre garçons et filles, qui ne sont pas secondaires. Comme vous pouvez l'imaginer, l'analphabétisme, comme vous le savez, touche beaucoup plus les femmes
que les hommes dans les pays riches, dans les pays pauvres du moins. Alors, s'il s'agit de difficultés au savoir, bien sûr, hein, on peut aussi faire des raisonnements analogues pour un peu plus, si je peux dire, que l'alphabétisation, c'est-à-dire plus de difficultés à faire des études en général, des études supérieures à plus forte raison. Nous avions parlé à propos des migrations, hein, dans le chapitre sur les flux, nous avions parlé du fait qu'un des facteurs de migration internationale, ce sont les études, hein, et ce sont la volonté pour des jeunes de pays du Sud, lorsqu'ils en ont les moyens, ou lorsque leurs familles en ont les moyens, d'aller faire leurs études dans des pays riches. Alors, on peut, oui. Il y a des conditions sociales qui permettent plus ou moins l'accès aux études supérieures. En général, en même temps, en général, il y a une proportion de personnes ouvriers, qui viennent modestes, on va dire, et qui ont des difficultés scolaires. Oui, vous voulez dire y compris dans les pays riches? Oui, oui, mais une fois de plus, si vous voulez, ces inégalités qu'on présente d'abord comme étant des inégalités dans l'espace mondial mesurées au niveau des États, ce sont des inégalités du même ordre qu'on retrouve à l'intérieur des États, qui sont des inégalités fondamentalement sociales. Oui, d'accord. Et en plus, là, c'est d'actualité, puisqu'on souligne en ce moment, hein, un grand coup médiatique, que l'école en France ne réduit pas les inégalités, au contraire, hein, elle contribue à les accentuer. On sait depuis longtemps, les sociologues savent depuis longtemps que l'école, que le système scolaire sert à la reproduction sociale, y compris à la reproduction des inégalités sociales. Et voilà, ça c'est pas franchement certes. Alors, inégalité d'accès au savoir, hein, on pourrait évoquer aussi des inégalités beaucoup plus qui paraissent moins graves en soi, mais qui sont diffuses en matière d'accès aux médias culturels. Bon, encore que là, je ne sais pas s'il y a des mesures. On pourrait se demander si la diffusion des nouvelles technologies, et notamment l'Internet, ne contribue pas à réduire un peu ces inégalités. Je veux dire par là que tant que c'était principalement le livre, le disque, d'abord le livre, hein, qui étaient les supports, à la fois les supports du savoir, hein, mais aussi les supports de la création artistique, hein, littéraire, c'était encore plus difficile, hein, d'accéder, de se procurer les objets livres dans les pays pauvres, ou les objets disques, ou les objets films sur bande, etc. On peut se demander, hein, si les technologies actuelles de télécommunication font que ces difficultés sont atténuées. C'est pas certain, hein, mais oui, les informations, oui. C'est pas que, je pensais pas qu'aux informations, hein. Là je parlais du savoir, je pensais à la connaissance scientifique, et aussi à ce qu'on appelle les produits, j'aime pas le mot, les produits culturels. Oui, d'accord, oui, voilà. Quatrième et dernier point qu'on passera en revue, des situations politiques, j'ai ajouté et militaires, que j'avais pas mis au départ, telles que, c'est surtout dans les pays du Sud, mais je crois qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière de ça d'ailleurs, hein, c'est surtout dans les pays du Sud, c'est davantage dans les pays du Sud que il existe des régimes, des organisations politiques qui privent les individus de leurs droits fondamentaux, de leur liberté individuelle. Donc privation de liberté, hein, en raison de régimes politiques
dictatoriaux, mais aussi bien souvent en raison de situations de guerre, hein, civiles ou pas civiles, civiles ou internationales. Et bien, des situations politiques. Non, c'est pas comme ça que j'ai dit. J'ai dit que il y a dans les pays du Sud bien davantage de situations où les individus sont privés de leur liberté fondamentale. En raison de régimes politiques dictatoriaux, extrêmement autoritaires, policiers, tout ce que vous voudrez. Mais aussi, et ça va souvent de pair, mais pas toujours, hein, en raison de guerres, donc de situations militaires, hein, si vous voulez, de guerres civiles ou internationales. Donc en fait, on pourrait dire, pour reprendre des termes politiquement corrects, c'est la sécurité des personnes, et plus mal assurée évidemment dans ces cas-là, que dans les pays du Sud. Mais là encore, attention, on pourrait dire, il ne faut pas croire non plus que la privation de liberté des personnes, c'est totalement absent des pays les plus riches et des démocraties occidentales. On peut penser par exemple au camp de rétention pour les étrangers en situation irrégulière, hein, que l'Europe a organisé et qui sont des lieux de privation de quasiment toutes les libertés individuelles, sans que les personnes enfermées là soient des délinquants qui aient été jugés. Donc voilà, et encore une fois, le rappel que j'ai indiqué là, les inégalités sociales sont très fortes partout, y compris à l'intérieur des États les plus riches, pour lesquels, globalement et en moyenne, les conditions de vie sont aisées. Nous arrivons au troisième point, à propos des situations démographiques, j'ai ajouté et géographiques diverses. Alors c'est vrai que je vous ai pas mis là, si vous voulez vous l'ajouter, c'est un peu une erreur de ma part, mais je trouvais que c'était pas suffisamment détaillé que ça valait la peine. J'ai fait des coupés-collés un peu rapides. Donc je n'ai pas mis des points de 1, de 2, de 3, de 4. Hein, si vous voulez, si ça vous va bien qu'ils y soient d'habitude, vous les ajoutez. Et pour la troisième partie, 3-1 et 3-2. Alors je m'aperçois que pour la quatrième, j'ai laissé 3 alors que ça aurait dû être 4. Peut-être que je peux organiser le chapitre. Excusez-moi. Donc, troisième point, des situations démographiques et géographiques diverses, c'est d'abord, 3-1 si vous voulez, des situations démographiques, sur lesquelles je voudrais insister un petit peu, parce que c'est dans ce domaine-là qu'on a vraiment beaucoup d'idées reçues qu'il n'est pas toujours facile de déplacer ou de modifier. Donc, j'ai écrit exprès ceci. Le rythme d'accroissement de la population du Sud, ou des pays du Sud si vous voulez, est encore élevé, mais diminue. Et je voudrais bien que vous pénétriez de cette idée. Le rythme de l'accroissement de la population des pays du Sud diminue. Cependant, la population de ces pays augmente. Est-ce que vous percevez bien la nuance qui est plus qu'une nuance? Voilà, ça augmente moins vite. Donc, on met très souvent l'accent sur la croissance démographique. On a souvent parlé, on parle parfois encore d'explosion démographique des pays du Sud. Or, cette croissance démographique, ce rythme d'accroissement, il a été maximal, grosso modo, au cours des années 1960-70,
Disons que c'est entre 1960 et 1975 que globalement la population mondiale a augmenté le plus vite, à un rythme qui a été certaines années supérieur à 2%. 2% par an, c'est un rythme très très rapide. Aujourd'hui, ce rythme s'est considérablement ralenti, ce qui n'empêche pas que la population continue à augmenter. Donc, de toute façon, globalement, bien sûr, la population mondiale, elle augmente du fait seulement de l'augmentation des pays du Sud. Et les différences de rythme, les différences d'évolution de la population des pays du Nord et des pays du Sud ont modifié ce qu'on peut appeler les rapports de force démographiques. Je vais m'expliquer si vous voulez. Et c'est là que j'ai oublié mes chiffres, que je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas en dire les chiffres. Je vous en donnerai la prochaine fois. Depuis un certain nombre d'années, la population augmente globalement, quand on considère la population humaine, mais à l'intérieur de cette population humaine, ce qui fait qu'il y a une augmentation, c'est seulement une augmentation des pays du Sud. Globalement, dans la plupart des pays riches, il y a une petite augmentation ou même parfois une stagnation. L'augmentation forte, c'est la part des pays du Sud. Donc, par rapport à une situation antérieure, le poids démographique, le poids en population des pays du Sud a augmenté beaucoup. C'est ce que j'ai appelé le rapport de force démographique qui a été modifié. Rapport de force démographique parce que dans la représentation qu'on a du poids, de la puissance même des pays du monde, des États du monde, la population ça compte, l'effectif de population ça compte. Donc, s'ajoute à cela pour les pays riches l'idée, j'allais dire la peur que une partie de la population de ces pays pauvres vienne, ce qu'elle fait, dans les pays riches. Ce sont les migrations internationales. Donc ce rythme très rapide de l'augmentation des pays pauvres, ça a été d'autant plus mis en avant que c'était une inquiétude pour les pays riches. Et d'ailleurs, je pense que si vous faites attention, si vous n'y aviez pas fait attention auparavant, vous allez le faire maintenant, vous avez certainement remarqué comme moi que dans les discours communs, que ce soit ceux des politiques, ceux des médias ou ceux des comptoirs de café, on s'alarme à peu près de la même façon de l'augmentation globale de la population ou de l'augmentation des pays du Sud. On dit oulala c'est embêtant, mais jusqu'où, jusqu'à combien de milliards la Terre ira-t-elle, enfin la population humaine ira-t-elle Bon, c'est dit qu'il pourrait y avoir, d'après les estimations, une stabilisation autour de 11 milliards vers la fin du siècle. Et ça, c'est quand même considéré comme inquiétant. Et dans le même temps, on s'alarme tout autant du fait que, dans un pays comme la France, qui a quand même connu une croissance de la population rapide ces dernières décennies, relativement forte, eh bien, il pourrait y avoir un peu moins de 2 enfants par femme, ou seulement 2,1 enfants par femme, ce qui assurerait tout juste le remplacement des générations. Si vous voulez, il y a une sorte de contradiction entre le fait que d'un côté on s'inquiète parce que la population augmente et de l'autre côté on s'inquiète parce que la population n'augmente pas. Bon, on a envie de dire qu'il faudrait savoir, mais on comprend bien où est la contradiction. Et la contradiction, elle est dans cette question d'un rapport de force démographique qui est en arrière-plan. On a l'idée que les pays riches, pour garder leur position dominante, doivent avoir une population qui reste relativement importante par rapport à celle des pays pauvres. C'est implicitement ce qu'il y a derrière ces discours sur la croissance de la population. Vous comprenez ce que je veux dire là? Vous voyez
ce que je présentais. Alors, je voudrais maintenant essayer de vous expliquer comment on comprend en général, et comment on fait pour le monde comprend ces changements de rythme dans l'augmentation de la population. Les historiens et les démographes, c'est-à-dire ceux qui étudient les populations d'un point de vue surtout quantitatif, étudient l'évolution de leur nombre, ont forgé une théorie qu'on appelle la transition démographique, qui peut se représenter par un graphique assez simple, pour décrire la façon dont les populations évoluent quantitativement. Donc cette théorie, ils l'ont élaborée d'abord à partir de l'observation de ce qui s'était passé dans les pays européens à partir du XVIIIe siècle. Et on considère en général que cette théorie reste toujours valable pour décrire et pour comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle dans les pays du Sud. Donc, on peut faire un graphique. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais pas forcément exactement en même temps que moi, parce que parfois j'efface ce que je viens de faire. Donc, un graphique dans lequel on représente ici le temps et sur lequel, on représente ici les taux de natalité et de mortalité. Donc, je vais représenter ici la natalité et au-dessous la mortalité. Avec des taux qu'on exprime en général en pour 1000. Donc 0, je vais constater, c'est de la fréquence. Je vais vous graduer d'abord. Donc, je vais graduer de 55, de 0 à 25 ans à peu près. Je vais mettre ça alors, ce qu'il y a entre taux de natalité, le taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour 1000 habitants s'il est 1 pour 1000. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès pour 1000 habitants dans une période donnée qui, en général, est une année. On compte le nombre total d'habitants, combien de naissances, combien de morts. La différence entre les deux, qui sur le graphique est ici, nombre de naissances moins nombre de morts, c'est le taux d'accroissement de la population. On précise en général taux d'accroissement naturel, ça veut dire en prenant en compte uniquement les naissances et les décès, sans compter les migrations, les arrivées éventuelles ou les départs. Si c'est la population mondiale tout entière, de toute façon, il n'y a pas de migration pour le moment. Donc ce qui s'est passé jusqu'ici dans l'histoire des populations qui ont été observées et étudiées, c'est qu'à un certain moment de leur histoire, donc, le taux de mortalité a baissé. Et il a baissé rapidement. En fait, j'ai fait mon échelle de la trop.
Donc il a baissé. Et aujourd'hui, dans les pays riches, il se situe, et que ça dépend, ça va à peu près, hein, peut-être je l'ai mis un peu bas, il se situe autour de 8 pour 1000 de nationalité. Le taux de natalité, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, pendant un moment, il est resté élevé. Et il a baissé après. Il a baissé après. Il y a un décalage dans le temps, si vous voulez. Pas très bien dessiné. C'est pas très grave, hein, parce que c'est schématique. On va pas bien. Je montre un peu, donc j'ouvre un peu les feuilles. Voilà. Là, je viens tout remonter d'ailleurs, je vais arrêter ici, parce que c'est pas facile. Donc, peut-être que vous commencez à comprendre qu'il y a tout un moment où le taux d'accroissement naturel, il est devenu extrêmement important. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, donc 20-25, là disons qu'on est à 24 à peu près, ici à 26, donc taux d'accroissement 2 pour 1000 ou 0,2%. Si je prends ici, bon, c'est un peu excessif peut-être, là mettons que je sois à 7 pour 1000, en haut je suis toujours, enfin je suis un peu descendu à 25 pour 1000, 25 moins 7, ça fait 18, c'est ça, 18 pour 1000 ou 1,8%. Taux d'accroissement élevé pour la population. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment de l'histoire du monde, là, il a été de 2, je crois certaines années jusqu'à 2,5%. Voilà. Alors, on appelle cette période-là, hein, dans l'histoire des populations, la transition démographique. Transition, c'est important. Ça veut dire que c'est une période, hein, ça se produit dans le temps et c'est un processus. En fait. Il se passe des choses dans le temps. Il faut qu'on passe d'une situation démographique, les historiens de la démographie disent un régime démographique traditionnel, où il y a beaucoup de naissances mais aussi beaucoup de morts, à un régime démographique qu'ils appellent moderne. Il y a peu de naissances, ça va vraiment. Alors, quand on analyse, on peut aussi décomposer cette transition en deux phases. La première, pendant laquelle le taux de mortalité baisse, tandis que le taux de natalité reste à un niveau élevé. Et la deuxième, lorsque le taux de natalité se met à baisser. Bon, là, c'est un peu brutal, mais je sais que j'aurais vu établissement un peu plus dans le temps. En fait, ce qu'on a observé, c'est que selon les pays, selon les populations, justement, ça s'est passé dans le même temps. C'est exprès que je n'ai pas mis d'échelle ici, parce que, par exemple, pour la population des pays européens, ça s'est fait sur un temps très long. Pour la population des pays du Sud, de certains pays du Sud, ça s'est fait sur quelques décennies, entre 1950 et 1960 et 70. C'est très variable. Mais jusqu'à maintenant, les choses vont changer. On a observé cela à peu près partout où on a observé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre peut-être à quoi ça correspond, ce qui se passe dans ces différents moments. Je redis pour Alexis, parce que c'est vrai que j'ai fait le graphique. Donc, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est la période durant laquelle la population passe d'une situation où la natalité et la mortalité sont toutes les deux à un niveau élevé, donc le taux d'accroissement est faible, à une situation où la natalité et la mortalité sont toutes les deux à un bas niveau, donc le taux d'accroissement est faible aussi. Et pendant la transition, c'est-à-dire entre ces deux situations, le taux d'accroissement est élevé parce que la mortalité baisse beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite que la natalité. C'est quoi l'accroissement? Parce que je sais pas très bien. L'accroissement, l'augmentation, la croissance. Elle l'apostrophe accroissement. Hein. D'accord, donc c'est l'augmentation, d'accord. Ouais. Et c'est la différence entre la natalité et la mortalité. Bon, dans le
passé, et même sur des périodes plus courtes, hein, il peut arriver, ou il est arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes où la mortalité était supérieure à la natalité. Hein, et dans ce cas-là, en statistique démographique, on parle d'accroissement négatif. Mais dans le langage courant, on va parler de diminution de la population. Période de famine, dans le passé, qui était beaucoup plus importante, hein, notamment quand la production agricole était beaucoup plus aléatoire, période de guerre aussi où il y avait des massacres, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un certain moment, on pourrait dire du développement des sociétés, à un certain moment de l'histoire des sociétés, il y a des innovations qui peuvent être décisives. Des innovations en matière d'agriculture, des innovations éventuellement en matière de médecine, des innovations en matière d'hygiène, et souvent, qui permettent de diminuer fortement la mortalité, qui permettent de diminuer les maladies, l'incidence des maladies, qui permettent de diminuer la mortalité infantile en particulier, c'est-à-dire celle des enfants de moins de 1 an. Donc, la baisse de la mortalité s'explique par des innovations agricoles, donc alimentaires, dans l'hygiène, dans la médecine. En Europe, c'est un peu tout ça qui s'est passé. Et c'est aussi cela qui s'est passé dans les pays du Sud, lorsqu'un certain nombre de techniques occidentales leur ont été apportées, même dans certains cas imposées. Mais la natalité ne baisse pas tout de suite pour en fait deux raisons. Est-ce que vous voyez lesquelles ou est-ce que vous avez une idée desquelles? Alors, la natalité, j'aime bien expliquer ces trucs en détail parce que je trouve que quand on les a compris, il y a pas mal de choses qu'on comprend mieux. La natalité, elle est le nombre de naissances qu'il y a dans une population donnée pendant une période donnée, il dépend de deux sortes de choses. Tout simplement. Il dépend du nombre d'enfants qu'a chaque femme, mais il dépend aussi du nombre de femmes qui sont là pour avoir des enfants, qui ont des enfants. Le nombre d'enfants qu'a chaque femme, en moyenne, c'est ce qu'on appelle la fécondité. La fécondité, ça renvoie au nombre moyen d'enfants par femme. Ce qu'on ne peut calculer que lorsque chaque femme a à peu près 50 ans. En démographie, on considère que la période de fécondité, enfin on la place un peu arbitrairement, mais pas tout à fait, entre 15 et 50 ans pour les femmes. Donc, en fait, on nous parle souvent d'un indicateur qui n'est pas un taux, mais qui est l'indice de fécondité. C'est-à-dire on calcule un indice de fécondité qui est une valeur moyenne pour les femmes, en faisant un indice du moment, en faisant l'hypothèse que vous, qui êtes jeune en général, vous aurez au cours de votre vie, à chaque âge, le nombre d'enfants qu'ont les femmes de chaque âge cette année en France. Donc vous n'avez pas dû comprendre parce que je crois que je l'ai bien dit, mais c'était impératif. Bon, ça c'est une remarque en passant encore pour vous mettre en garde par rapport à l'information médiatique. Dans les indicateurs de fécondité, le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle l'indice de fécondité, ISF, qui est un indice, c'est pas un pourcentage, c'est 2, 2,1, 2,2, 3, etc. Et souvent, c'est appelé le taux de fécondité. Mais en fait, c'est pas le taux de fécondité, c'est une hypothèse. Bon. Bon, là, c'est pas une valeur sûre. Voilà, c'est pas une valeur sûre parce que tant que toutes les femmes qu'on considère n'ont pas eu 50 ans, on ne sait pas combien d'enfants elles vont avoir au cours de leur vie future. À vous, les filles, là, on ne sait pas combien d'enfants vous aurez de votre âge de maintenant jusqu'à 50 ans. On ne sait pas, mais on fait une hypothèse. On fait l'hypothèse que vous aurez des enfants au même âge que les femmes qui vivent aujourd'hui en France. Alors si c'est qu'un indice, pourquoi les médias par exemple ils s'appuient dessus en fait? Ah ben voilà, parce que c'est plus facile à avoir et à monter en épingle, et peut-être aussi tout simplement que la plupart des journalistes ils savent même pas, ils n'ont pas pris la peine ou on leur a pas expliqué ce que c'est exactement.
Hein. Et c'est repris dans le discours de manière usuelle. Bon, c'est pas n'importe quoi, hein, ça donne une idée, mais justement, si on regarde la population française, il y a eu des changements importants de ce que les démographes appellent le calendrier de la fécondité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, vous l'avez peut-être constaté dans votre entourage, depuis un certain temps, il y a une tendance à ce que les femmes aient leurs enfants un peu plus tard que ça ne l'était auparavant. Il faut dire aussi que dans les années 50-60, c'était en moyenne beaucoup plus tôt que ça ne l'était auparavant, au début du XXe et même au XIXe siècle. Le baby-boom, il s'est accompagné de rajeunissement, si vous voulez, général des femmes à l'âge de leur premier enfant, mais aussi du deuxième et du troisième. Voilà. Bon. Et depuis, grosso modo, les années 80, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à ce que les enfants soient faits, entre guillemets, un peu plus tard. Mais ça n'avait pas été anticipé, c'est-à-dire que quand les démographes, au début des années 80, calculaient des indices de fécondité en observant ce qui se passait l'année d'observation, ben, en fait, ils faisaient des hypothèses telles que, par exemple, si une femme n'avait pas eu ses 2 enfants avant 30 ans, elle n'aurait plus d'enfants. Hein, très peu de femmes avaient des enfants, bon, 30 ans j'exagère, très peu de femmes avaient des enfants après 35 ans, hein, jusque dans les années 70. Donc, il y avait des hypothèses avec très peu d'enfants après 35 ans. Or, aujourd'hui, le calendrier moyen, hein, c'est décalé, si vous voulez, vers des âges plus avancés. Les démographes en tiennent compte, donc l'indice de fécondité en fait, on nous dit qu'il augmente fortement en France, c'est celui-là en fait, quand ils nous disent que les taux de natalité augmentent fortement. En général, c'est de celui-là qu'on nous parle le plus souvent, oui, les médias parlent de l'indice de fécondité et l'erreur grossière, si vous voulez, c'est de dire taux de fécondité au lieu de indice de fécondité. Parce que le taux de fécondité, on peut l'avoir que pour un moment donné ou pour un âge donné. Donc si on veut avoir une vision globale de la population, c'est intéressant de calculer cet indice, ISF, indice synthétique de fécondité, mais il faut savoir que ce n'est pas des données enregistrées, que ce sont des hypothèses sur le futur, des projections. Peut-être ça ne sera pas comme ça. Bon, il faut que je finisse avec ça quand même. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le nombre de naissances reste élevé, tandis que le nombre de décès baisse. Pour 2 raisons. D'abord parce que là, tout de suite, les gens, ils n'ont pas encore intégré dans leur comportement qu'il y a moins de monde. Et en particulier qu'il y a moins de mortalité infantile. Vous savez, je pense qu'autrefois, la mort des enfants en bas âge, c'était une chose normale, hein, habituelle, fréquente. Et donc, les parents savaient que par exemple, 3 de leurs enfants arrivent à l'âge adulte, il fallait qu'ils en fassent 6. Pendant un certain temps, hein, bien que tous leurs enfants survivent, ils continuent à en faire 6. Et il y en a 6 qui deviennent adultes. Hein, je schématise bien sûr. Ah, quand même. Donc, il y a un premier temps pendant lequel la fécondité reste élevée. Elle ralentit ensuite assez rapidement, c'est-à-dire que les femmes ou les couples ou les familles ont petit à petit moins d'enfants. Mais, c'est là que c'est un peu plus, moi je trouve c'est rigolo, c'est là, mais il y a beaucoup de petites filles qui sont nées dans cette période-là. Et ces petites filles, quand elles vont être nombreuses, avoir 15 ans, un peu plus, 20 ans, 30 ans, etc., l'âge d'avoir des enfants. Donc là, elles auront moins d'enfants chacune, mais elles vont être nombreuses à les avoir. Donc la fécondité va rester, la natalité, pardon, va rester élevée. Vous comprenez, hein? On peut parler, c'est assez intéressant de parler d'inertie démographique, hein, l'inertie au sens physique, c'est-à-dire cette force qui fait qu'on ne peut pas freiner tout d'un coup, on ne peut pas piler net, hein, il faut un temps de freinage si vous voulez. Et en fait cette natalité qui reste élevée, c'est en quelque sorte ce temps de freinage, le temps pendant lequel la fécondité a baissé, mais il y a beaucoup de femmes en âge de procréer, donc la natalité reste élevée. Je trouve que la mortalité, c'est bien juste le décès par rien. Ah non, c'est les décès par n'importe quoi, c'est les décès tout court. C'est le nombre de morts dans une population, quel que soit l'âge. Voilà. Bon, donc ça, alors au bout d'un certain temps, tout ça s'estompe, hein, petit à petit, et la natalité diminue à son tour.
Voilà. Donc, la très forte croissance démographique dans l'histoire de l'humanité, donc qui se situe dans la deuxième moitié du XXe siècle et même plus précisément pardon, des années 50 aux années 70, elle correspond à la période pendant laquelle une grande partie des pays qu'on appelle du Sud aujourd'hui ont été dans la transition démographique. Et aujourd'hui, de nombreux pays du Sud sont en train de terminer leur transition démographique. La Chine, par exemple, a achevé sa transition démographique. D'autres quelques pays, notamment l'Afrique subsaharienne, sont encore en phase de transition. L'accroissement. Accroissement. Accroissement naturel, voulant dire en démographie, qu'on considère uniquement les naissances et les décès, pas l'émigration. Et comme l'accroissement, ça désigne uniquement l'augmentation ou aussi la diminution de la mortalité ou seulement l'augmentation Donc, quand on dit l'accroissement naturel, on parle de la différence entre natalité et mortalité. Au XXe siècle, aujourd'hui, pour l'époque contemporaine, il n'y a pas de diminution de la population sur de longues périodes. Ensuite, vous pouvez prendre le mot accroissement dans son sens le plus banal, mais pour éviter les malentendus, vous allez dire augmentation de la natalité ou diminution de la natalité. D'accord? D'accord, mais ça désigne les deux en fait, c'est ça. Ça désigne l'augmentation et... Non, il y a le mot accroissement qui existe dans la langue courante. Ça se dit pas beaucoup, mais ça se dit. L'accroissement du potentiel créatif de je sais pas quel artiste. Ça peut se dire. D'accord? En démographie, quand on parle d'accroissement de la population, on veut dire aussi augmentation de la population. Quand on précise accroissement naturel, on veut dire uniquement différence entre natalité et mortalité. Après, en démographie, on peut vouloir parler d'une augmentation de la natalité ou d'une diminution de la mortalité ou autre chose. Hein. Peut-être il vaudra mieux dire justement augmentation ou diminution pour ne pas risquer de confondre. Donc voilà pourquoi le rythme d'accroissement de la population des pays du Sud et du coup de la population mondiale diminue, hein, puisqu'ils sont dans la deuxième phase de la transition ou même dans la période qu'on appelle quelquefois post-transitionnelle. Donc ça fait un peu compliqué, mais c'est pas très compliqué. Donc post, après la transition. Donc je finis avec le point 3, le deuxième point de la troisième partie, hein, 3.2 si vous voulez. J'ai écrit les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord. Mais la croissance des villes est aussi plus rapide. Je ne sais pas si je vais avoir le temps là de vous expliquer aussi, parce qu'il faut faire très attention à la façon dont on dit les choses. Hein, mais je trouve que c'est pas mal, parce qu'il faut faire un effort de rigueur sur le vocabulaire, sur tout ça. Il n'est pas très compliqué, je crois, le vocabulaire, mais il faut essayer d'être rigoureux. Alors, les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord, ça peut se dire autrement. La part de la population vivant dans les villes est moins importante dans les pays pauvres que dans les pays riches, les pays du Nord. C'est exactement la même chose. Oui, question, allez-y. C'est écrit là. Les villes, les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord. D'accord? Donc, je traduis moins urbanisé par la population la part de la population vivant dans les villes est moins importante dans les pays pauvres que dans les pays riches. C'est vrai qu'on est un peu fatigué à vite. Donc la part, si vous voulez, le pourcentage, en général on le mesure au pourcentage, en pourcentage. Le pourcentage de gens qui vivent dans les villes, il est plus faible dans les pays du Sud. Dans beaucoup de pays du Sud, il est inférieur à 50%. Dans les pays du Nord, il est de l'ordre de 70-80%. Pour l'ensemble du monde, il est de l'ordre de 50%.
C'est ce qu'on appelle le taux d'urbanisation. Là, c'est bien un taux qu'on exprime en pourcentage. On parle de la population vivant dans les villes. D'accord? Deux remarques. C'est pas la peine d'essayer d'avoir des chiffres précis, des ordres de grandeur. Ça suffit parce que les villes, même si ça va vous paraître étonnant, les villes ne sont pas définies partout de la même façon. Il y a presque autant de définitions administratives et statistiques de la ville qu'il y a d'États dans le monde. Donc, le taux d'urbanisation, on le calcule en général par rapport aux statistiques fournies par l'État, qui dit dans son pays combien il y a de gens qui vivent dans des villes, dans ce qu'on appelle en France des communes, qui peut s'appeler autrement ailleurs des communes qualifiées d'urbaines. Mais qu'est-ce qui fait qu'on qualifie une commune d'urbaine? Il faut des critères précis et rigoureux. Au-dessus c'est urbain, en dessous c'est pas urbain. Et ce niveau, au-dessus, au-dessous, il n'est pas le même partout. D'accord? Donc en fait, les taux d'urbanisation, c'est, j'allais dire, c'est un peu à la louche, hein, c'est très approximatif parce qu'ils ne sont pas calculés sur les mêmes bases partout. Une ville, ce n'est pas la même chose, mais même dans des pays européens, hein, une ville en France, c'est une commune urbaine, plutôt statistiquement, ça a simplement plus de 2000 habitants. Bon, maintenant l'INSEE, elle a des catégories un petit peu plus complexes, un peu plus subtiles, hein, mais il y a quand même ce seuil de 2000 habitants qui reste. Il y a des pays où ça peut être 10 000 habitants, 20 000 habitants. Alors, l'autre chose que j'ai écrite là et que je vous explique rapidement, ben, c'est un peu comme pour la population en général, c'est que dans les pays du Sud, il y a une augmentation rapide du taux d'urbanisation. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes, alors que dans les pays du Nord, c'est stabilisé. D'accord? Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit, c'est-à-dire la croissance des, les pays pauvres sont moins urbanisés que ceux du Nord, mais la croissance des villes y est plus rapide. La croissance des villes, c'est-à-dire la croissance de la population des villes. D'accord? Bon, on s'arrête là parce que c'est l'heure. J'aurai des choses à préciser à ce propos la semaine prochaine et à vous présenter des chiffres que je vous donnerai. Et voilà. Et alors, comme je le disais, mais peut-être tout le monde n'était pas arrivé, certains sont arrivés en retard, c'est possible que soit la semaine prochaine, soit un peu plus tard, et sinon en janvier, on revienne au troisième étage. Donc, si je ne vous l'ai pas dit avant, vous pouvez vérifier